Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel après-midi du Café des Libraires avec une belle palette, hein, on est nombreux sur ce plateau, pour ce Café des Libraires qui s'intitule Trouver refuge. Voilà, même si le thème n'est pas forcément à traiter, je pense qu'il y aura de bonnes connexions avec ce thème et avec les invités suivants et suivantes. Hicham Matar, qui est là. Bonjour Hicham, qui sera interprété par Marie-Jeanne, c'est ça, Marie-Jeanne Van Leinseller. J'essaye, voilà. Ensuite, nous avons Lise Spitt qui est là au milieu, interprétée par Neil Saunier. Non, pas du tout. Neil est là. Lise est interprétée par Morgane, évidemment. Morgane Saisana, que je connais. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Bon. J'ai sauté une ligne, c'est pour ça. Et puis Donald Ryan, qui est interprété par Neil Saunier, qui est juste à ses côtés. Et puis le café sera présenté par Valérie Caffier, qui est libraire au Divan à Paris. Alors, je vais d'abord te présenter toi, Valérie, avant de présenter un peu plus longuement nos invités. Tu as été institutrice pendant 20 ans, paraît-il. Et ça fait longtemps. Et tu passais ton temps à la librairie voisine de chez toi, à savoir 1000 pages, ici à Vincennes. Et le désir de te réorienter de plus en plus fort t'a fait rencontrer Pascal Thuot, ici, qui t'a donné le conseil, paraît-il, de suivre une formation DUT métier du livre que tu as faite. Et voilà, te voilà stage, libraire, d'abord chez Virgin, et puis au Divan. Depuis une quinzaine d'années maintenant que je suis libraire, et ouais. 12 ans au Divan. 12 ans au Divan. Bon, voilà, le Divan, grande librairie, belle librairie à Paris, où tu es en charge de la littérature française, mais tu aimes toutes les littératures, paraît-il. Je charge de toute la littérature. Toutes les littératures blanches, noires, françaises, étrangères. Avec ça, on a tout couvert. Et avant de commencer, il paraît que tu as une question à poser à l'ensemble de nos invités. Alors, je te laisse faire. Ouais, je vais vous faire d'abord une petite introduction pour vous dire que les 3 romans dont on va parler cet après-midi parlent d'exil, parlent de la douleur, parlent d'arrachement, parlent d'amitié aussi, parlent de famille et parlent beaucoup aussi de solidarité. Donc, ce sont 3 romans dont l'humain est le cœur battant, des humains pour qui la vie peut être d'une grande cruauté, d'une extrême difficulté, donc des vies teintées de fragilité, d'instabilité et parfois traversées par la lumière aussi. Donc ces 3 autrices et auteurs que vous avez ici ont donné voix aux réfugiés et nous allons le voir à travers 3 histoires, 3 contextes et donc 3 romans très, très différents. Donc 3 romans, enfin, qui, d'après moi, font preuve d'une maîtrise impressionnante, d'une force et d'une humanité extraordinaire, des romans que j'ai tous les 3 adorés, et je suis ravie de vous présenter, et j'espère que je vous donnerai envie de les lire. Donc effectivement, je voulais poser, avant de parler des 3 livres plus en détail, une question commune à nos 3 auteurs. Donc j'ai envie de vous demander à tous les 3, pourquoi il vous a semblé important d'accueillir les réfugiés dans votre roman et qu'est-ce qui en a été le déclencheur en fait? Donc je ne sais pas qui commence. Qui veut commencer? Qui veut commencer? Hicham. Hello everyone, and thank you so much for having us, and thank you for being here. And I'm just also really very touched by how many people are involved in this festival that make it possible, who are all volunteers. So I would just like to really thank them from the bottom of my heart. For me, at least, the question of choice or decisions when I'm writing is very ambiguous. I always feel that my intention is on some level neither here nor there. So I start with very little. I start with an image or a sentence. And when it's working, the feeling is as though I'm being pulled by it. So I am of course the one writing it, but I'm not leading it in some way. I'm being led by it on some level, or at least that's how it feels. Forgive me if this sounds
obscure. I don't mean it to sound abstract, but it's really how it feels. Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Je dois dire que je suis vraiment émue de voir le nombre de personnes impliquées dans l'organisation du festival et toutes ces personnes qui travaillent bénévolement, donc je tiens également à les remercier. Pour moi, la décision, le choix de l'écriture, c'est quelque chose d'assez ambigu. Je ne crois pas que l'intention soit vraiment au cœur de ma démarche. Je commence avec quelque chose de très petit, une image, une phrase qui me vient. Et si cela fonctionne, si cela me parle, eh bien, je me sens comme attirée vers la suite de l'histoire. Ce n'est pas vraiment moi qui suis à l'initiative. Je ne veux pas être trop abstrait, mais c'est un peu comme ça que ma démarche fonctionne. So from my experience, the paradox is that you don't actually start writing when you have the words or when you know what it is that you want to write about. You sort of start writing when the emotion, the ideas of whatever it is that you want to write about have matured within you, but you don't have the words. So you write in order to find the language for the unsayable in some sense. And through that, you discover your passions. So I didn't know that my passions would lead me to what I wrote, but it turns out that questions of displacement or estrangement are reoccur in my work. But it's not by choice. I would very much like to write about something else. Donc, ce qui est paradoxal, à mon sens, c'est qu'on n'écrit pas à partir des mots. On écrit au contraire à travers les émotions, les idées, et ensuite les mots s'imposent à nous, une fois que les idées ont maturé. Donc on essaye d'écrire quelque chose qui n'est pas encore formé, et là on trouve les mots, et c'est ainsi qu'on découvre aussi les passions, les thèmes récurrents, c'est comme ça. Moi je ne m'attendais pas du tout à parler des déplacements, des exils, et finalement j'aurais peut-être préféré parler d'autre chose, mais ça s'est imposé à moi, je n'ai pas eu le choix. Lisez peut-être. Bonjour, merci d'être venu. En fait, je parle un peu français, je fais faire mon mieux, mais j'ai quand même un peu d'aide si c'est nécessaire. Pour moi, l'honorable collectionneur a commencé un peu différente que mes autres romans. C'est-à-dire que j'étais demandée par une association d'écrire une novella, c'est un roman court, parce que c'était en l'honneur d'écrire le livre du semaine de livres en Pays-Bas. Et c'est un livre qui est, pendant une semaine, distribué à tout le monde qui achète un livre dans cette semaine. Alors c'est imprimé vraiment sur un demi-million d'exemplaires. C'est vraiment un grand honneur de le faire. Et je voulais avoir une histoire qui était placée dans les années 90, dans laquelle il y avait une crise d'asylum en Belgique, parce qu'on a eu la guerre de Kosovo, et chaque petit village en Belgique a dû accueillir une réfugiée. Et moi, j'ai 10 ans en année 90, et un de mes meilleurs amis était une réfugiée kosovaire. Et maintenant, elle a 30 ans, elle habite encore en Belgique. Mais quand j'étais en train d'écrire, on a eu la guerre en Ukraine qui s'est développée. Et de nouveau, il y a beaucoup de familles d'Ukraine qui sont placées dans tous les petits villages en Belgique. Mais maintenant, en Belgique, la situation est tout à fait différente parce qu'on a vraiment eu le mouvement qui était versé vers l'extrême droite. Il y a beaucoup de voteurs chez nous qui votent pour les extrêmes droites. Et je voulais vraiment faire une petite miniature dans les années 90 dans laquelle une petite village n'était pas si extrême et pas si polarisé, en fait. Et j'ai pris une petite histoire de 2 enfants avec leurs propres problèmes d'enfance, parce que quand on a 10 ans, on ne sait pas c'est quoi une guerre. Mais quand même, j'ai voulu m'exprimer un peu sur le fait que la société a un rôle to be a web around another one and to keep them from falling, to be like a pour empêcher quelqu'un de tomber, ouais. Comme un filet, oui. Un filet de sécurité. Oui, c'est ça. Ouais. Pour être un filet de sécurité autour des autres, comme ils ne tombent pas.
Merci beaucoup, Lisa. Donald? Well, I had very kind of immediate and practical reasons for writing a novel concerning a person seeking refuge in Ireland, because I'd worked for 7 years as a labour inspector, and so on a daily basis I would meet people from Afghanistan and Syria and Iraq and places from where they had escaped, and sometimes made horrific, arduous journeys to get to Ireland. And their stories always struck me very deeply. I was a very bad labour inspector, to be honest. I spent too much time talking and getting far too deeply involved with the people whose cases I was supposed to be working on. But I was asked then to write a piece for Irish radio, just a short radio play, and I called it I Seek Refuge, and I based it on a young girl who was about to drown in a boat in the Mediterranean. And it had quite an effect. It was narrated by a Syrian journalist, and it was quite a feeling of helplessness involved in the writing of it. But her story stayed with me, and so the character of Farouk in the book is actually her father. So that's how it came to be. But those stories do tend to strike very deep chords in Ireland, especially. Alors moi j'ai une raison assez pratique pour laquelle j'ai voulu écrire sur les réfugiés. C'est que durant 7 ans j'ai travaillé comme inspecteur du travail, et dans le cadre de mon travail j'ai rencontré de nombreux Afghans, des Syriens, des Irakiens qui avaient quitté leur pays pour échapper à la guerre et qui m'avaient raconté leurs odyssées horribles pour parvenir jusqu'en Irlande. Pour être honnête, j'étais un mauvais inspecteur du travail parce que je passais tout mon temps à discuter avec ces gens et je m'investissais beaucoup trop dans leurs histoires personnelles. Ce qui m'a également inspiré, c'est une série radiophonique qui est passée sur les ondes irlandaises qui s'appelait « Je cherche l'asile ». Et c'était l'histoire d'une fille qui allait se noyer dans la Méditerranée. Et en vérité... dans mon livre, je raconte finalement l'histoire de Farouk, c'est-à-dire son père. Et en fait, ces histoires-là résonnent en moi. Merci pour cette première question. Je crois qu'à présent, on va un petit peu s'attarder sur le livre « L'honorable collectionneur » de Lisa Spit, qui a été traduit du néerlandais par Emmanuel Tardif et sorti aux éditions Actes Sud. Je dis un tout petit mot sur Lisa. Vous êtes née, donc vous êtes de langue flamande. Vous êtes née près d'Anvers. Vous étudiez d'abord l'écriture de scénarios avant de vous lancer dans le roman. Avant celui-ci, vous en aviez publié 3. Depuis, est-ce qu'il y en a eu d'autres d'ailleurs ? Ou c'est le dernier paru, même en Belgique ? C'est le dernier paru. C'est le dernier, donc vous avez expliqué un petit peu tout à l'heure comment il était arrivé. Et effectivement, déjà, vous êtes considérée comme une écrivaine renommée, puisqu'on vous a fait cette commande-là avec une importance reconnue. Donc, on va d'abord parler de ce livre avec toi. Donc ce livre, vous l'avez dit, c'est pas le premier qui est traduit en France, et le précédent était déjà consacré à l'enfance. Vous l'avez dit, l'action se déroule dans un petit village de la Belgique flamande. Il met en scène 2 jeunes garçons de 11 ans, Tristan et Jimmy. Donc Tristan, il est arrivé avec sa famille du Kosovo. Donc c'est lui qui est accueilli dans ce village, et il se retrouve dans la même classe que Jimmy, à qui l'enseignante a donné la mission de l'aider, parce qu'il est bon élève, donc il va aider Tristan à trouver ses marques et puis à comprendre ce qui se passe dans la classe. Donc une mission que Jimmy va prendre très au sérieux, et une mission qui bien sûr va les rapprocher. Dès la seconde ligne du roman, en fait, je ne dévoile rien puisque vous en parlez dès le début. Donc, on sait que Tristan a imaginé un plan pour aider sa famille à rester en Belgique, et un plan, on le verra, qui est une tension narrative tout au long du livre. Et on ne sait pas de quel côté ça va tomber, si finalement ce sera une aide ou si ça mettra tout le monde en danger.
Donc il y a une forte tension tout au long de ce livre, et en même temps une grande innocence aussi par rapport à ces deux enfants qui sont, même si les deux ont leur histoire, on va le voir, difficile l'un comme l'autre, mais en même temps une fraîcheur et une innocence et une belle amitié entre ces deux garçons va naître. Donc je vais d'abord vous présenter Jimmy. Donc Jimmy vit seul avec sa mère qui est dépressive depuis que son mari a eu des ennuis. Enfin, il était assureur et il a un petit peu arnaqué certaines personnes, et notamment des habitants du village, ce qui crée une tension évidemment par rapport à Jimmy et sa mère et les autres habitants du village. Et donc, il a une position un peu difficile. Il est harcelé à l'école. Il se sent seul. Et quelque part, il envie la famille nombreuse de Tristan, qui est une famille très, très chaleureuse, où les gens sont... il a de nombreux frères et sœurs. La famille est très unie. Il y a le père et la mère. Et tout de suite, on sent une certaine ambiguïté des sentiments. Et je crois que c'est quelque chose que vous aimez travailler. C'est pas blanc ou noir. En fait, Tristan, même s'il a envie de l'aider, il y a en même temps quelque chose de lui qui tend vers une certaine jalousie vis-à-vis de Tristan. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. C'est un livre sur l'amitié, mais aussi je pose des questions un peu critiques, on dit ça, critique. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'aider quelqu'un, et avec aider quelqu'un, parfois on se pose un peu plus haut de l'autre qu'on aide. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une amitié si on n'est pas tout à fait au même niveau? Parce que c'est Jimmy qui veut vraiment aider Tristan, mais qui se sent un peu seul dans le village. Et Tristan, il reçoit beaucoup de tout le monde, beaucoup de choses, beaucoup de matériel, un peu d'argent partout. Il y a des gens dans le village qui l'apprennent à nager. Et Jimmy, il se sent un peu, laissé seul. Laissé pour compte. Oui, laissé pour compte. Et oui, dans cette amitié, il commence à... Oui, comment dire? Tristan, il a 2 ans il est 2 ans plus âgé parce qu'il connaît pas la langue. C'est pour ça qu'il est combiné avec Jimmy. Mais Jimmy, il a 10 ans. Tristan, il a 12 ans. C'est une âge dans laquelle 2 ans fait une grande différence. Et on voit que Tristan, il veut prendre de la distance de Jimmy. Il veut trouver de nouveaux amis de son âge. Alors, il est dans cette journée, parce qu'on est avec eux pendant 24 heures dans ce livre, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de brouiller entre les deux. Et je pense que c'est plutôt une roman psychologique que politique, en fait. Ouais. Jimmy, c'est ce qui donne d'ailleurs son titre à votre livre. Il collectionne les flippos, qui sont des petites pastilles en plastique que l'on trouve dans les paquets de chips. Donc il achète beaucoup de chips pour avoir beaucoup de flippos. Et il surinvestit beaucoup dans cette collection. Et donc on le comprend au fur et à mesure de la lecture. Il s'imagine même à un moment donné que peut-être il pourrait donner ses flippos à Tristan, tellement il se sent investi par sa mission. Pourquoi est-ce que vous l'avez investi de cette collection et que vous avez du coup donné le titre L'honorable collectionneur à votre roman? Moi, j'ai une curiosité dans les gens qui collectionnent des choses. J'ai vu un article sur un homme qui, avec chaque promenade, pris un caillou d'une rivière. Il a collectionné toutes ces briques et après des années, il a lu des galets, milliers de galets dans sa maison, en toutes les formes, toutes les couleurs. Et je voulais avoir un caractère qui a perdu un peu la famille et collectionne des petits trucs imbéciles. En fait, des flippos, ce sont des trucs en plastique qui ont été distribués par des millions et millions dans des sacs de chips. Et Tristan, il a perdu tout. Il n'y a rien pris de Kosovo, mais il a encore sa famille. C'est la seule chose qu'il y a encore. Et il y a une belle tension entre ces deux choses, en fait, parce que c'est une histoire de perdre
de s'accrocher à quelque chose un peu trop fort. Et c'est Jimmy qui a perdu son père, qui s'accroche à Tristan à une manière qu'il s'accroche aussi aux flippos, en fait, parce qu'on a un map dans laquelle on peut mettre tous les numéros et on peut le faire complète. Et si on a un map complète, ça a un peu de valeur. Et lui, il est vraiment passionné par ça. Et je trouve ça quand même métaphorique. C'est une métaphore, en fait. Et c'était chouette aussi pour moi d'aller sur les websites et voir tous ces trucs des années 90, tous ces flippos. Il y a des collectionneurs des années 90 qui ont vraiment gardé tout sur un website, même quel flippo était dans quel sac de chips. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'étais un peu comme Jimmy qui veut savoir tout d'une chose naïve, sur une manière naïve, en fait. Ouais. Je voudrais vous lire une phrase de ce roman, donc, qui est la suivante. Jimmy s'était fait à l'idée de ne jamais connaître que le Tristan d'après l'exil, le Tristan qui ne savait pas s'il pourrait rester, celui qui renfermait en lui un autre Tristan, une version plus aboutie, le Tristan kosovar qui parlait sa langue maternelle. Si ardente qu'ait été la volonté de Jimmy de découvrir ce Tristan-là, il ne connaissait de lui que l'écorce. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous entendez par cette version plus aboutie de Tristan et l'écorce de ce qu'il est à ce moment-là, dans ce village. Oui, si on doit réfugier, si on doit fuir, si on doit fuir, on laisse tous, la famille, la maison, la culture, la langue. On devient quelqu'un d'autre dans un sens, parce qu'on perd aussi l'humour, la cuisine. On a perdu tout. Et c'est ça qu'on voit que Tristan, quand il est dans son amitié avec Jimmy, ils ont des petits jeux, ils ont des petites choses, mais c'est tous des jeux que Jimmy, il suppose sur Tristan, parce que c'est lui qui dit, ici en Belgique, on joue ça, on mange notre cookies, notre biscuit à une manière comme si. Et alors, c'est lui un peu qui forme Tristan, mais lui, il a l'idée que dans Tristan, il y a tout un monde abandonné, toute une famille, toute une vie qu'il ne connaît pas. Et Tristan, il n'a pas déjà assez de mots pour de raconter de sa vie avant. Et aussi, il ne parle jamais de sa vie avant. Et c'est ça que Jimmy, lui, il veut avoir tout... in a whole, il veut l'intégralité d'une collection de flippos. Il veut aussi avoir tout de Tristan. Il veut Tristan tout entier. Ouais. Ce n'est pas un livre politique, mais vous évoquez malgré tout les traumatismes de cette famille, les cicatrices du père sur ses mains et sur son visage, les séismes intérieurs qui traversent les enfants, qui se remémorent le traumatisme de leur voyage, des tremblements de terre en dedans. Et globalement, ces enfants grandissent trop vite par la guerre. Ça, c'était important aussi de le montrer dans le livre. Oui, bien sûr, parce que je ne voulais pas donner une image incorrecte de quoi ça veut dire d'être une réfugiée. Et pour ça, j'ai fait beaucoup de research. J'ai parlé beaucoup avec ma petite amie dans les années 90. Elle m'a raconté beaucoup de choses sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant réfugié dans un petit village là-bas, chez nous. Et elle m'a raconté des petits détails que moi, je n'ai jamais remarqués dans ma vie quand j'étais avec elle dans les années 90. Par exemple, elle me dit que toujours, elle dort avec la lumière allumée pendant la nuit, parce que toujours, elle a traumatisé par le fait que dans la nuit, il y avait des choses sur leur fuite. On dit ça sur la fuite de Kosovo à Belgique. Ils ont vu des choses terribles, en fait. Et oui, il y avait des petits détails que moi, je me souviens encore, le fait qu'ils reçoivent des sacs de vêtements. Ils ont eu une chambre dans leur maison dans laquelle ils vident tous les sacs. Il y avait des vêtements, jusque dans 1 mètre de vêtements dans laquelle ils allaient faire chercher des choses qui leur vont. Et ce sont tous des petits détails que je voulais mettre dans le livre pour montrer que c'est vraiment
pas facile non plus. On est un enfant et on essaye d'être un enfant et de ne pas être trop sombre, mais quand même, il y a des petits détails qui sont assez durs. Ouais. Donc vous évoquez également rapidement, c'est pas le cœur du livre, mais vous évoquez quand même effectivement, vous l'avez dit en introduction, l'extrême droite et l'hostilité, parce que même si les familles ont accueilli avec bonheur ces réfugiés, il y en a aussi déjà qui ne sont pas d'accord avec tout ça et qui disent que la solidarité, elle va vers eux et pas forcément pour les Belges. Et je voudrais terminer peut-être par vous demander, est-ce que malgré tout, votre livre, est-ce que c'est pas un rêve de fraternité, un rêve de solidarité que vous avez voulu écrire aussi? Oui, oui, parce que peut-être maintenant, dans le climat maintenant, on peut dire que c'est un peu naïf d'écrire un roman qui se passe dans les années 90, mais oui, parfois, il faut aussi avoir un peu de positivité, un peu d'espoir de temps qui était peut-être moins polarisé, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à faire une plus grande histoire et mettre Jimmy et Tristan comme deux hommes de 30 dans 2023 et la guerre en Ukraine se commence et ils réfléchissent, ils font des observations qui entre les deux temps, mais j'ai laissé ça parce que je voulais juste garder cette miniature en fait. Bah oui. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. On va poursuivre, sauf erreur, Valérie, avec Hicham Matar. Donc quelques mots de présentation d'Hicham. Vous êtes, alors on vous connaît parce qu'il y a déjà pas mal de livres parus en français, traduits chez Gallimard en particulier. Vous êtes né à New York en 1970, mais vous avez grandi en Libye, dont vos parents sont originaires, puis en Égypte, avant de vous installer à Londres. Vous êtes aujourd'hui citoyen britannique. Le premier roman, c'était Au pays des hommes, qui a été finaliste du Man Booker Prize. Et le dernier livre, La terre qui les sépare, chez Gallimard en 2017, a remporté le prix Pulitzer et le prix du livre étranger France Inter, JDD, en France. Et on vous retrouve donc avec ce nouveau roman. Il y en a 3 qui ont été parus, qui ont été publiés précédemment. Ce nouveau roman, Mes amis, est sorti donc chez Gallimard et traduit par David Fauquemberg. Donc ce livre raconte l'histoire de Khaled, un jeune homme libyen qui a grandi en Libye et qui part faire ses études à Londres à 17 ans. C'est un jeune homme épris de littérature, on en reparlera, et avide de découvertes et de liberté. Donc c'est c'est un exil volontaire dans son cas. C'est pas quelqu'un qui a dû fuir son pays. C'est quelqu'un qui est parti donc pour faire ses études, ce qui n'est pas tout à fait le même cas que par exemple la famille de réfugiés du livre de Lise. Mais c'est un roman qui traite de l'exil, de l'amitié et de l'importance et du rôle de la littérature. C'est un roman que j'ai trouvé très élégant, très émouvant et passionnant, porté par une remarquable narration et des personnages d'une grande densité qui sont traversés par des sentiments très, très divers. C'est un roman que j'ai également beaucoup aimé et que j'ai eu un grand plaisir à lire. Donc la première question que je voulais vous poser, Hicham, vous avez déjà écrit sur le régime libyen de Kadhafi, sur l'enlèvement et l'emprisonnement de votre père dans vos livres précédents. Dans ce livre, Mes amis, donc vous revenez sur le régime de Kadhafi aussi, on en reparlera, et notamment à travers un événement particulier. Mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'en parler à nouveau dans ce livre ? The book started with the first page that remains the first page of the book, and I wrote that some 8 or 9 years before I started writing the book, and it's a scene about 2 friends who are parting ways at a train station in London.
One of them is going to Paris. From Paris, he's going to immigrate to what he calls the ever after, United States, California. And so it feels very much like a final parting. And the friend who's left, Khalid, who's the narrator, decides to walk back home to Shepherd's Bush, where he lives. And the whole book is told on that walk. So that was what was clear to me from the first page. But I wasn't really sure how that walk would happen, where he would go, what this friendship means. And that first page was in my head for all that time. And the first sentence starts with, it is, of course, impossible to be certain of what is contained in anyone's chest, least of all one's own, or those we know well, perhaps especially those that we know best. And so this question of what is in the chest and what is visible seemed to be the territory of the book. Ce livre que j'ai écrit, eh bien, ça fait très longtemps que j'avais la première page en tête, 9 ans déjà. Le livre débute, c'est toujours la première page, sur deux amis qui se quittent, qui se disent au revoir à la gare de Londres. L'un d'entre eux part pour Paris et puis ensuite pour aller émigrer aux États-Unis pour le dernier chapitre de sa vie. Et en fait, cette première page, c'est un peu la fin de quelque chose. Et le narrateur, Khaled, décide ensuite, après avoir dit adieu à son ami, de rentrer chez lui. Et tout le livre se contient sur ce moment où il rentre chez lui. Tout ça, c'était clair dans ma tête, que ça allait commencer comme ça, mais je ne savais pas par quel chemin Khaled allait rentrer, quelles allaient être ses réflexions sur l'amitié. Et ça, j'ai eu ça pendant 9 ans en tête. Et la première phrase du livre, qui dit qu'il est impossible de savoir ce que les hommes ont dans leur cœur, et peut-être plus particulièrement de savoir ce que les personnes que l'on connaît ont dans le cœur, résume bien, je crois, ce que j'ai voulu montrer avec ce livre. And in those years, every time I thought, what would the next page be like, it felt like I was turning up too soon. So I would leave it and I would go and I worked I wrote 2 books during that time, whilst this book was in my mind. And I knew that these characters are touched by the events of the Arab Spring in Libya. And it was too soon, really, to write about it, I felt, because I myself was very touched by all those, very embroiled in them. And so I had great doubts about my ability to write about them in any way that would be interesting so soon. And so when I sat down to write and felt like the right moment to do it, I followed the walk. So it's a book, the form of the book is really the way it was written. You know, I wrote it in that order. And then when he arrives at St. James's Square, he goes to different places on the way to Shepherd's Bush that means something to him and to the friendship. But then when he arrives at St. James's Square, it was really only then that I knew that he and his friends were present in April, 17th of April 1984, which I'm sure some of you would remember. There was a demonstration in front of the then Libyan embassy in London, and from inside the embassy staff shot the demonstrators. They wounded 11 Libyan demonstrators and killed WPC Yvonne Fletcher, who was a young policewoman working that day. Donc pendant des années, je me suis demandé quelle va être la suite, quelle sera la deuxième page. Et à chaque fois que je me penchais sur la question, ça me semblait être trop tôt pour l'écrire. Entre-temps, j'ai écrit 2 autres livres. Et je crois que je savais déjà que les personnages de mon livre allaient être affectés d'une manière ou d'une autre par le printemps arabe et les événements en Libye, mais j'avais l'impression que c'était trop tôt pour raconter leur histoire, parce que moi aussi, finalement, j'étais très affectée par ces événements. J'étais pris de doute. Je pensais que je ne pouvais pas encore écrire cette histoire et est-ce que j'allais finalement pouvoir le faire. Donc j'ai pris le temps et un jour j'ai senti que c'était le bon moment et j'ai simplement suivi le chemin
que parcourait mon personnage principal pour rentrer chez lui. Et d'ailleurs, j'ai écrit le livre dans l'ordre dans lequel vous pouvez le lire, de manière chronologique, pour suivre le retour de mon personnage principal. Et lorsque j'ai vu que mon personnage principal faisait une étape à St. James Square, et qui était un endroit très significatif pour lui, je me suis rendu compte que lui et ses amis allaient être directement touchés par les événements. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en avril 84, sur cette place, il y a eu une manifestation, c'est à Londres, devant l'ambassade de la Libye, et les représentants libyens, depuis l'ambassade, ont tiré sur les manifestants, faisant 11 blessés et une policière décédée. Just to finish on that one, there's that event in St. James's Square is very close to me because I was younger than my protagonists by 5 years or 6 years, so I watched it on the news, and and we were all struck by it. I was in Cairo and I watched it on the news. And I remember all these men, young men who were masked because they were students and they were hoping to go back home. They were screaming on the floor and on the ground and in agony. And one of them was calling for his mother. And I was really struck by it because at 13 I thought there surely will come a time when I won't need my mother anymore. Turns out it's, you'll always need your mother. And so years later, when I went to London, I became friends with someone who was older than me, and we became very, very good friends. And eventually I found out that he was at the demonstration and he was shot at the demonstration. And he was the one who was calling for his mother. So this event is been around me, like it has with many Libyans. So writing about it was complicated. I had to sort of pause and think about how to do it. All this is a very long way. I'm sorry to answer your question. They, like a lot of people that had things like this happen to them, their whole life is totally interrupted. And they have to, like you were saying, they have to reinterpret a new life. They have to improvise a new life, translate themselves into it, So I was, yeah, those are the friends of the book. Cet événement aurait Il effectivement... nous faut la traduction. Pardon, Valérie. Donc Tout le monde ne comprend pas l'anglais. Cet événement à St. James Square m'a énormément marqué. Moi, j'étais un peu plus jeune que mes personnages quand j'en ai été témoin à la télévision au Caire. Je me rappelle vraiment avoir vu ça, regarder tous ces jeunes hommes masqués qui étaient en fait des étudiants, masqués parce qu'ils espéraient ne pas être reconnus et pouvoir rentrer chez eux. Et je les vois là, allongés sur le sol, criant parce qu'ils étaient blessés. Et un en particulier appelait sa mère. Ce qui, moi, m'a beaucoup choquée à l'époque. J'avais 13 ans et je croyais que quand on était adulte, on n'avait plus vraiment besoin de sa maman. Ce qui n'est pas le cas, on en a besoin toute sa vie. Mais plus tard, lorsque j'étais à Londres, je me suis fait un ami un peu plus âgé que moi et j'ai appris qu'il était à cette manifestation et qu'il avait été blessé et que c'était lui qui appelait sa mère en pleurant. Et cet événement est resté avec moi, comme pour de très nombreux Libyens. Et je savais qu'il fallait écrire dessus, le raconter, mais que ça allait être très complexe. Les personnages qu'il y a dans le livre représentent ces personnages qui ont eu leur vie interrompue du jour au lendemain et qui doivent, comme Lise le disait, se reconstruire, réinventer, improviser une nouvelle vie dans un autre pays. Et ce sont les fameux amis de mon livre. Donc cet événement aura effectivement une grande répercussion dans la vie de Khaled.
mais le cœur de votre livre, et qui donne d'ailleurs le titre à ce livre, Mes amis, c'est cet apprentissage de l'amitié et l'importance qu'elle va prendre dans sa vie, donc à travers 2 amis notamment. Donc Mustapha, un jeune homme libyen qu'il rencontre à l'université d'Édimbourg où il fait ses études pour étudier la littérature. Et ensuite Hossam, qui est un peu plus âgé, qui est entré dans sa vie avant, lorsqu'il était en Libye, et qu'il rencontrera plus tard à Londres. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'importance de ces 2 amis dans la vie de Khaled? You know, that just as you were saying, I was remembering this very short poem by William Blake, which just goes something like, bird, nest, wasp, web, man, friendship. You know, so the idea that the friendship also becomes a kind of shelter, you know. So I've always been fascinated in how I am. I like to think that I am constantly the same person with all of my friends, but I also notice how I am completely different with each one of them, and I think we are like that, as though a friendship is also a location, you know, a mental, emotional location. And the other thing that has always fascinated me about it is that, notwithstanding their immense complexity, we generally agree on how to operate within a family. What are the norms of kinship in that way, our duties and so on. And similarly in amorous relationships, we have some general protocols, ideas about fidelity and what the future might look like. Whereas with friendship is deeply promiscuous. In fact, the best way to kill a friendship is to say, okay, Lois, this is how we're going to be as friends. You know, in other words, it is itself. I'm talking about the best sort of friend, what I think of as the best sort of friendships. It is energized by improvisation and impossible to predict what will happen. It can deepen and go to places that we didn't expect, and it could suddenly just fizzle out and end. And these 3 protagonists in the novel are improvising a life in the witness of one another. They come from the same country, from the same city. So they're having to create a different self whilst being witnessed. So they're both collaborators, but they find one another out. And so just a small example, one of them thinks it will get him ahead in his work if he adopts a bit of a posh English accent. So his friend teases him about it. But the other friend persists. So the friend who did the teasing starts to modulate his accent to meet him halfway, so as not to, So all of these questions of, loyalty, solidarity, but also competitiveness, that exists in a friendship, are just things that have always fascinated me. Yeah. En vous entendant parler, j'ai pensé à un poème de William Blake qui est à peu près comme suit. Oiseau, nid, guêpe, ruche, homme, amitié. Et cette idée que l'amitié est un refuge me fascine. Je suis aussi fascinée par le fait que lorsque je me comporte, lorsque je vois mes amis, je suis toujours moi-même, mais en même temps, je peux aussi être une personne très différente d'ami en ami. Comme si l'amitié, c'était un endroit où on se réfugiait, un lieu différent d'un ami à un autre. Par ailleurs, lorsqu'on fait partie d'une famille, il y a des règles un peu non dites, des normes, des attentes que tout le monde comprend et que tout le monde suit. Pareil pour un couple amoureux, on a une certaine idée de la fidélité, de ce que l'avenir représente pour nous. Mais l'amitié, c'est très, très différent.
L'amitié est presque un peu envahissante. Elle s'improvise et il n'y a rien de pire pour une amitié que d'essayer d'établir des règles. Au contraire, l'amitié se nourrit de l'imprévisible. Et l'amitié peut à la fois devenir très profonde, nous amener à des sujets très sérieux, ou se volatiliser sans prévenir. Et les 3 amis du livre, comme on l'a un peu déjà mentionné, doivent improviser une nouvelle vie, se construire dans un nouveau pays. Et à la fois, chacun se construit séparément, tout en étant témoins de la nouvelle construction des 2 autres. Ils viennent tous les 2 du même pays, de la même ville, et ils vont devoir à la fois créer la nouvelle vie en solidarité, tout en aussi détectant chez les uns, chez les autres, ce qui change. Par exemple, un d'entre eux pense que ça aidera sa carrière s'il parle d'un seul coup avec un anglais très chic. Et les autres se moquent de lui. Mais comme il persiste, un des 3 amis va lui aussi finalement adopter ce même accent pour trouver une sorte de terrain d'entente. Donc on est à la fois sur une amitié très solidaire, mais avec aussi cette petite compétition que je trouve très fascinante dans la dynamique entre amis. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup, Hicham. On aurait bien aimé vous entendre plus longuement, mais le temps passe très très vite et nous allons de suite passer à Donald Ryan, qui est irlandais, qui est né en 1976 à Tipperary, qui est connu en France parce que l'ensemble de ses livres a été traduit ici, et en particulier Le cœur qui tourne, qui a été élu meilleur livre de l'année en Irlande, mais aussi lauréat du prix de littérature de l'Union européenne et finaliste du Man Booker Prize également ici et en Europe. Et on va passer du temps sur, pas trop, mais un petit peu quand même, sur le dernier, Par une mer basse et tranquille, qui est sorti chez Albin Michel et traduit par Marie Hermé. Donc c'est un roman qui est vraiment très impressionnant et très, très bouleversant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et vous avez le don, Donald Ryan, de métamorphoser votre écriture en fonction des personnages et en fonction de leur histoire propre. Votre roman est composé de 3 parties, comme 3 nouvelles qui racontent chacune un personnage. Donc la première, c'est Farouk. Farouk, c'est un médecin syrien qui fuit les bombardements dans son pays, qui est parti avec sa femme et sa fille pour rejoindre l'Europe. Donc il va traverser la Méditerranée, il va perdre beaucoup, mais il sera finalement sauvé, je mets des guillemets à se sauver, par un programme européen et va trouver asile en Irlande. Donc la deuxième partie raconte l'histoire de Lampi. Lampi, c'est un jeune homme qui n'a jamais connu que l'Irlande, mais qui rêve de partir et de quitter l'Irlande, sa famille, son travail, parce qu'il est malheureux depuis que sa petite amie Chloé l'a quitté. Et enfin, le troisième personnage, c'est John. John, c'est un monsieur qui est âgé, qui sent la mort approcher et qui, quelque part, cherche une forme de rédemption après une vie passée à faire pas mal de mal autour de lui. C'est le personnage, je pense, le plus dérangeant et le plus ambigu de votre livre. Et j'aimerais vous demander d'abord comment vous avez eu l'idée de réunir ces 3 personnages et à partir de Farouk, le réfugié. Thank you so much. And a very short, abrupt answer is I don't know, actually. Actually, I was very struck by what Hicham said about the process of writing and how you start with a single idea or a thought or a sentence, and it often feels as though it's leading you instead of the inverse, and that's very much the case. But it definitely was a novel exploring grief. Each of the 3 main characters have lost, Farouk has lost his family, and Lampi feels as though he's lost a father that he's never met, he's lost the love of his life, and John has lost his humanity. And they are all grieving in different ways, and they do come together at the end of the book in a way that I thought was frightfully clever, but I suppose you could see it either way. It depends on the beholder, I suppose. But really it was a novel about grief and loss. There are some quite funny parts in it. It's not relentless misery, but it felt important to me at the time. The voices felt very clear. They came to me
it was kind of a clamour in my imagination somehow. The voices were almost audible in my ear, and so for huge portions of the writing of the book, it felt as though I was transcribing. It's a very strange thing, but the character of Lampy, the young man, was very much autobiographical, and unfortunately was the least popular character in the book. Readers seem to really despise poor Lampy. So I am a little bit hesitant at times about admitting that he is pretty much me, but there you go. So France is as good a place as any for honesty. Donc la première réponse courte, c'est que je ne sais pas. J'ai par contre été très interpellé par ce que Hicham a dit sur cette idée qu'on commence avec une idée, une phrase, et qu'ensuite on se sent porté par un mouvement. Et je crois que c'est cela. Mon roman porte sur le deuil. Les trois personnages font face à un deuil. Vous avez d'abord Farouk, qui porte le deuil de sa famille. Vous avez Lampy, qui porte le deuil de son père qu'il n'a jamais connu et de l'amour de sa vie. Et puis John, qui porte le deuil de son humanité. Et les trois vivent ce deuil très difficile. Ils se rencontrent à la fin du roman. Je les ai fait se rencontrer d'une manière, je dois dire, que je trouve assez brillante, mais bon, c'est à vous de voir. Et évidemment, le roman est également drôle. Par moments, ce n'est pas que de la tristesse tout au long du roman. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont les choses, dont le roman a été écrit, c'était très clair dans mon esprit. C'est comme si j'avais une voix dans mes oreilles qui me disait quoi écrire. J'avais l'impression de transcrire plutôt que d'écrire. S'agissant du personnage de Lampy, il est assez autobiographique d'ailleurs. C'est dommage que ce soit le personnage le moins populaire auprès des lecteurs. Ce qui m'amène à être assez réticent en général à admettre que ce personnage est autobiographique. Mais après tout, en France, c'est un bon endroit pour être honnête. Merci pour cette honnêteté. L'enfer vécu par Farouk, parce que je ne sais pas si c'est le plus populaire, en tout cas c'est quand même le personnage le plus marquant, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'il introduit votre livre, mais la traversée de Farouk en bateau est quelque chose que personnellement j'oublierai jamais, et c'est quelque chose qui fait ne plus voir les informations de la même façon. C'est-à-dire que chaque fois que j'entends parler de réfugiés ou de personnes qui ont traversé la Méditerranée, je pense à Farouk. Et est-ce que vous êtes conscient que la littérature a ce pouvoir et que votre livre porte ça? Thank you so much. That means an awful lot to me that you would say that, because that's exactly why I wrote that book, or that part of the book. And originally I had intended that to be a novella, just a standalone story of its own, because it meant a lot to me, but only because I'd heard so many stories firsthand that were so similar, and because the story the terrible tragedy that befalls Farouk was being reported daily at the time, and it was as though we were becoming inured to that kind of situation. We were hearing about people losing their entire families on voyages across the Mediterranean, trying to escape war and to seek refuge in Europe. And it seemed as though the reporting was quite stark and unnuanced. But this is by necessity. You know, people have a small amount of space in a newspaper to tell a story, so they must be economical. But the stories became almost rote, and the stories seemed to be almost exactly the same every single time. And it seemed as though the terrible human tragedy was being reduced to just these very bare words in newspapers and on our screens. And you're right, it's very hard to gauge the depth of it when you just see a few images on TV or read a few paragraphs in a newspaper. And I think that's where literature steps in and steps up and comes into its own and becomes a very, very powerful force for humanity. I'm not saying now that my book's powerful, but the attempt to try to understand what it might be like to be in a situation like Farouk is in, I think is very important.
merci, ça veut dire beaucoup pour moi, ce que vous venez de dire, parce que c'était vraiment l'objectif de mon livre. C'est pour ça que j'ai écrit cette partie du livre. D'ailleurs, au début, ça ne devait être qu'une nouvelle. Et vous savez, j'ai entendu nombre d'histoires similaires qui m'ont été racontées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le type de tragédie qui est arrivé à Farouk, à un moment, on entendait ça tous les jours aux informations. Et on entendait tellement qu'on finissait par devenir insensible à toutes ces personnes qui perdaient leur famille pour échapper à la guerre et venir se réfugier en Europe. Et c'est vrai que ces articles ou ces reportages étaient souvent avaient peu de nuances et ils étaient souvent assez succincts. Et les histoires semblaient se répéter, être toujours les mêmes, à tel point qu'on ne ressentait plus la tragédie humaine à travers ces reportages. Évidemment, c'est difficile parce que ce soit les journaux ou les chaînes de télévision, on n'a que des espaces réduits pour parler de ces choses-là. Et c'est là que la littérature peut venir ajouter sa puissance, parce qu'elle a cette force qui arrive à raconter les choses de façon différente. Et je ne dis pas forcément que c'est le cas de mon livre, mais je crois que tenter de comprendre ce qui arrive à un personnage comme Farouk, c'est fondamental. Je vous remercie infiniment. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps à échanger avec vous trois sur ces livres. Je suis un peu frustrée, mais j'espère que j'ai réussi à vous donner envie. Ça passe très vite, mais je crois que voilà, on est là pour donner envie de lire les livres. On est là pour vous donner envie de vous précipiter, les acheter au Salon du Livre. Je vais rappeler les titres des ouvrages dont on a parlé. Donald Ryan, donc Par une mer basse et tranquille. Tranquille, pas pour tout le monde. Traduit de l'irlandais, de l'anglais par Marie Hermet, et c'est aux éditions Albin Michel. Le voilà. Ensuite, il y avait, précédemment, Hicham Matar, Mes amis, aux éditions Gallimard, traduit de l'anglais, même si Hicham est d'origine libyenne, par David Falkenberg. Et Hicham est maintenant de nationalité britannique. Et puis tout au début, on a eu Lisa Spitt, qui est flamande, belge de langue flamande, pour ce livre qui est L'honorable collectionneur, traduit de néerlandais par Emmanuel Tardif chez Actes Sud. Voilà, merci beaucoup Valérie pour la présentation. Merci Marie-Jeanne, merci Neil. Et puis Morgane, tu n'as pas fait grand-chose, mais merci quand même.